Madame la Présidente, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs, mon collègue et chef de département, le professeur Hicham Jarqi, m'a envoyé il y a quelques jours un très gentil message pour m'inviter à animer ce que vous appelez la traditionnelle conférence inaugurale de votre faculté, en me laissant le choix du thème à traiter. Et j'ai accepté avec plaisir. J'ai accepté pour 3 raisons. La première, c'est que il me laisse la liberté de choisir mon sujet. Ensuite, en raison des liens historiques qui me rattachent depuis plus d'un demi-siècle à l'université. Car comme ça a été dit, au-delà des missions que j'ai eu à accomplir dans ma vie, mais surtout, en dépit du poids des années, je suis toujours revenu à mon socle d'origine. L'enseignement, la recherche, l'échange des connaissances, la passion de savoir donner ce qui est en fait le plus important, c'est-à-dire soi-même. Je peux vous dire qu'être professeur, c'est le plus beau métier du monde. Enfin, la 3e raison, c'est l'estime que je porte à votre université par la richesse de ses enseignants, de ses étudiants et la diversité de ses compétences. J'ai pu d'ailleurs apprécier la vivacité de ces étudiants lorsqu'il y a à peine quelques années, j'ai eu le plaisir d'être le parrain d'une promotion des diplômés de l'ENCG. J'ai pu aussi les apprécier en tant que collaborateurs lorsque je gérais les destinées des grandes entreprises comme l'OCP ou comme Royal Air Maroc. Je saisis cette occasion aussi pour saluer le dynamisme de la présidente de votre université, Madame la professeure Khadija Safi. Dans un univers complexe, elle a su allier ses compétences avec le travail en équipe, ses qualités morales et professionnelles avec son esprit d'écoute et de modestie. Madame la Présidente, je peux vous dire que je suis vraiment fier de vous. Mesdames, Messieurs, ce n'est un secret pour personne de dire qu'un malaise traverse notre société. Et son origine est complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué. Complexe dans le sens où nous sommes dans un système où il y a plusieurs parties, et ce qui est plus important, c'est le lien entre les parties que les parties elles-mêmes. La manière de relier les parties entre elles. Relier, il y a 2 termes, re et lié. Et re est aussi important que lié. Re, ça veut dire le retour de la boucle sur elle-même, un phénomène emprunté à la cybernétique. Alors, Mesdames, Messieurs, permettez-moi de vous inviter avec moi à un voyage. Un voyage dans le temps et dans l'espace, prendre de la hauteur par rapport aux événements du quotidien, analyser les profondeurs d'un monde, je dis bien et je parle du monde, d'un monde en bouleversement, un monde où injustice et dédémocratisation, c'est un processus que nous vivons, progresse, un monde où chômage des jeunes et inégalité se conjuguent et progressent, un monde à la fois d'ombre et de lumière, où richesse et pauvreté, croissance et inégalité cohabitent, et ils cohabitent dans l'indifférence. Un monde où le court-termisme domine dans nos stratégies au détriment de l'avenir des générations futures. Mesdames, Messieurs, tout cela formate notre subconscient qui devient en définitive un réceptacle facile aux dérives des réseaux sociaux.
Et la crise du Covid est venue aggraver cette situation. Et en conséquence, beaucoup de questions se posent. Tout d'abord, quelle est la singularité de cette pandémie? Qu'est-ce qui la distingue des autres? Quel changement éventuel elle pourrait susciter dans la mise en œuvre de nos stratégies? Quel serait le monde après Covid? Que va devenir le phénomène de la mondialisation? Et sous quelle forme la mondialisation pourrait-elle revêtir ou évoluer par la suite? Et en définitive aussi, pourquoi notre modèle économique ne fonctionne plus dans ce monde d'aujourd'hui? Et comment notre société, notre économie pourrait-elle résister à ce que j'appelle ce tsunami, à la fois sanitaire et économique, un tsunami mondial? Et comment peut-être le Maroc pourrait même en tirer profit? En fait, mesdames, messieurs, c'est vrai que notre modèle économique ne fonctionne plus. Et Sa Majesté avait appelé à le revoir. Des débats ont eu lieu, beaucoup de débats, un peu partout, et en particulier au niveau de la société civile et de l'université. Plus que jamais, on a besoin de débats, on a besoin d'idées différentes. Car, comme vous le savez, c'est par les différences qu'on s'enrichit. Alors que la pensée unique appauvrit. Les grandes lignes, par conséquent, d'un nouveau modèle de développement issu des travaux de la Commission nationale ont été publiées. Et le nouveau gouvernement mis en place est appelé à sa mise en œuvre. Alors, mesdames, messieurs, mon sujet aujourd'hui n'est pas de parler des composantes de ce modèle. D'autres, probablement, le feront mieux que moi. Mais je voudrais juste rappeler que ce n'est pas un modèle de croissance, mais un modèle de développement. La croissance, vous le savez, pour les étudiants en économie, la croissance est un concept quantitatif à court et à moyen terme, alors que le concept de développement inclut en plus des éléments comme la santé, comme l'éducation, comme la culture, et en conséquence, il ne peut être envisagé que sur le long terme. Alors vous comprenez bien que la mise en œuvre de ce modèle doit tenir compte des évolutions de l'environnement national et international. Et notre pays, vous le savez, il ne vit pas en vase clos. Il est connecté au reste du monde. Et ce monde, aujourd'hui, vit une crise inédite. On est alors en droit de se demander comment pourrait-on déployer ce nouveau modèle dont on parle dans un environnement marqué en particulier par un sentiment d'insécurité, d'incertitude, précisément lié aux conséquences économiques, sociales, politiques de la crise du Covid. Alors, en quoi réside la singularité de cette crise? Incontestablement, la crise internationale du Covid-19 a donné lieu à la plus forte récession économique de l'histoire. Une crise plus grave que celle de 1929, Jeudi noir, que celle de 1973, vous vous rappelez, la crise pétrolière, ou bien la crise de 2000, on l'oublie parfois, c'est la crise des économies, des nouvelles économies, ou bien à la fin la crise de 2008, la crise des subprimes. Aux États-Unis en 1929, il a fallu 6 mois pour atteindre 10 millions de chômeurs. Alors que dans cette crise-là, en quelques semaines, on a déjà dépassé 30 millions, avec les conditions évidemment de précarité sociale difficile qui en découlent. La crise des subprimes de 2008. Vous vous rappelez aussi, elle a été d'abord une crise financière. Et aujourd'hui, c'est différent.
Aujourd'hui, c'est l'arrêt de l'appareil productif qui a produit la crise. C'est une crise d'offres, sans parler du fait que cette crise arrive précisément à un moment de ralentissement des échanges et de la croissance de l'économie mondiale. Par exemple, en 2020, la croissance mondiale a été de moins 5%, alors que chez nos principaux partenaires européens, elle a même atteint moins 8%, 2020. Et plusieurs secteurs, d'ailleurs, étaient en déperdition. L'industrie, l'aérien, le tourisme, les commerces, les transports, le secteur informel. La liste est très longue. Évidemment, en période de crise, qu'est-ce qui souffre le plus? Ce n'est pas les grands. On en parlera tout à l'heure. C'est les petites entreprises qui souffrent le plus. Et pour les pays émergents aussi, ils souffrent. Le choc a été massif, avec une chute des IDE et des retraits de capitaux importants sous forme de dettes et d'actions. C'est une crise singulière. En fait, il s'agit d'une crise sanitaire que nous vivons, mais avec des effets économiques, sociaux et humains désastreux. Ce n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire qui a des effets économiques, sociaux et humains. Et en conséquence, elle est différente de toutes celles que les générations précédentes ont pu connaître. Vous vous rappelez, comme la grande peste noire de 1348, ou bien la grippe espagnole de 1918-1919. Et de ce fait, ces crises qu'on a connues, sanitaires, ne peuvent rien nous apprendre sur la manière avec laquelle la pandémie actuelle pourrait évoluer. C'est différent. Elle est singulière. L'élément nouveau de cette crise pandémique par rapport aux précédentes, qu'est-ce qui est nouveau? C'est qu'elle est issue et elle s'intègre dans le mouvement de la mondialisation. La mondialisation, ça on vous l'explique partout, a renforcé les interdépendances. Comme je disais tout à l'heure, nous sommes dans un système où nous sommes tous reliés les uns aux autres. Reliés. Retour de la boucle sur elle-même. Le problème, c'est que ces interdépendances sont surtout de nature technico-économique et insuffisamment humaine. Ces interdépendances n'ont pas été accompagnées par les principes de solidarité et d'humanisme. Ce qui est important, c'est les échanges commerciaux, tout ce qui est matérialiste. Une sorte de ce que mon ami Edgar Morin appelle l'interdépendance sans solidarité. Les secteurs sociaux, d'ailleurs, dans ce système n'étaient pas prioritaires. Et vous vous rappelez, on a enregistré, on s'est rendu compte des retards qui étaient enregistrés dans beaucoup de pays, y compris les pays avancés, dans les équipements de la santé, dans les hôpitaux et ainsi de suite. Alors, il faut donc regarder loin, en arrière et devant, pour comprendre les événements actuels. Le coronavirus n'est qu'un signal, comme les crises économiques et financières qui l'ont précédé. Mais il est annonciateur de quelque chose, il est annonciateur de changements profonds qui vont marquer l'histoire. Chaque épidémie majeure depuis un millier d'années a conduit à des changements profonds dans l'organisation politique des nations, dans la culture et dans l'idéologie qui la sous-tend. L'histoire le montre. Avec le recul, l'histoire va parler de révolution. Vous vous rappelez quand on parlait de la révolution industrielle, 1783, la machine à vapeur, etc. Et on croit que ça s'est passé en 1783. Non, ça s'est passé sur des dizaines d'années. Mais l'histoire par la suite, on dit révolution. Avec le recul, l'histoire va parler de révolution, de ce que nous vivons aujourd'hui.
Mais en fait, ce sont des lentes évolutions qui se déroulent sur plusieurs années et qui ne sont pas nécessairement ressenties au quotidien. Si donc cette pandémie est différente des autres, par quoi elle est différente? Par son ampleur, par sa vitesse de propagation et par sa globalité. D'ailleurs, 3 mois après le début de la crise sanitaire, près de la moitié de la population de la planète a été appelée au confinement. Aucune aire géographique n'a été épargnée. Les systèmes de santé ont été rapidement submergés, créant des débats entre qui? Entre scientifiques. Et vous les avez vus à la télévision. Personne n'est d'accord avec l'autre. Chacun vient avec des... Les scientifiques étaient en désaccord entre eux, des débats souvent contradictoires. Et qu'est-ce que ça fait après? Ils entraînent une perte de confiance dans les politiques publiques et accentuant par là même le climat d'incertitude dans lequel nous vivons. Et j'en arrive. Alors, naturellement, on a assisté à un débat sans fin entre quoi et quoi. Que faut-il privilégier? La santé ou l'économie? Vous vous rappelez? Que faut-il privilégier? Et comment un simple virus peut-il conduire par le biais du confinement à un arrêt des activités économiques et financières, à un arrêt de la production, et donc à une crise sociale marquée par la montée du chômage, et par la suite à une crise politique? Parce que l'économie entraîne le social et le social conduit à un problème politique. Un processus, là aussi je dis complexe. Complexe ne veut pas dire compliqué, complexe, tout est lié. Un processus complexe où tous les facteurs sont reliés entre eux. Alors que faut-il privilégier? Pour la santé, pour les uns, pardon, la santé évidemment. Pour moi aussi, hein. Mais la médecine coûte cher. Elle a donc besoin d'une économie en bonne santé. On ne peut pas séparer la santé d'une économie en bonne santé. Les deux sont liés. Il faut donc bien sûr tenir compte des données médicales, mais aussi des données économiques, sociales, politiques, humaines. Et le problème, vous le voyez, c'est que bien souvent, dans nos analyses, on procède instinctivement à la fragmentation des phénomènes et non pas à les relier. Et ce débat entre scientifiques, entre choix santé-économie, a pour origine le climat d'incertitude dans lequel nous vivons. D'abord, cette crise a été imprévisible. Certains économistes comme moi, parce que je suis la crise des subprimes de 2008 et je me disais que les marchés ont repris après 2012 et qu'à force de reprendre, à un moment donné, c'est la casse. Et par conséquent, certains économistes avaient prévu une crise économique et financière en 2020-21. Beaucoup d'écrits là-dessus dans les années 16, 17, 18, 2016, etc. Et qui est une crise qui serait générée, comme les crises précédentes, par l'excès d'endettement. Ou bien une crise générée, une catastrophe liée à la dégradation de la biosphère. Mais personne n'avait prévu une crise virale, à l'exception d'un prophète. Qui? Bill Gates. Bill Gates, qui dans une conférence en avril 2012, annonçait que le péril immédiat pour l'humanité n'était pas nucléaire, il était sanitaire. Il avait vu en fait dans l'épidémie d'Ebola, qui avait pu être maîtrisée d'ailleurs assez rapidement par chance, l'annonce d'un danger mondial, d'un possible virus à fort pouvoir de contamination, et il a exposé un certain nombre de mesures de prévention qu'il fallait faire vite pour équiper les hôpitaux, etc., etc. Mais en dépit de cet avertissement public, rien ne fut fait ni aux États-Unis ni ailleurs.
Pourquoi? Parce que le confort moral, le confort intellectuel et l'habitude ont horreur des messages qui les dérangent. Alors théoriquement, mesdames, messieurs, théoriquement, on prédit l'avenir en transposant sur le futur les courants qui traversent le présent. Vous êtes d'accord? Et on continue de prédire 2025. On continue de prédire 2050 alors qu'on est incapable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. On doit apprendre par conséquent à vivre avec quoi? On doit apprendre à vivre avec l'imprévu. On doit apprendre à s'attendre à l'inattendu. Et je m'adresse à votre doyen, où est-ce qu'il est? Je m'adresse à votre doyen et je lui dis, pensez créer un master de gestion de l'incertitude. À mon avis, et vu mon expérience, je peux vous dire que vous allez faire une explosion de demandes. Il aura un succès immense car il correspond aux défis de demain. Gérer l'incertitude parce que nous vivons dans un monde marqué par l'incertitude. Pourquoi? Parce que précisément, cette épidémie nous noie dans une mer d'incertitude. Et vous le voyez, mesdames, messieurs, nous ne sommes pas encore à ce jour sûrs de l'origine du virus. Est-ce qu'il vient du marché insalubre de Wuhan? Ou bien est-ce qu'il vient d'un laboratoire voisin? Les Américains ont envoyé des délégations, l'OMS, etc. Mais jusqu'à présent, on ne sait rien. Nous ne savons pas encore quelles sont les mutations que subit ou pourra subir le virus au cours de sa propagation. On parle maintenant de la 5e vague en Europe. Et il mute à chaque fois. C'est comme quelque chose que vous tenez et à chaque fois il change. Nous ne savons pas quand l'épidémie va régresser ou si le virus va demeurer endémique. Nous ne savons pas jusqu'à quand et jusqu'à quel point le confinement va nous suivre, va nous faire subir empêchement, restriction, rationnement. Nous ne savons pas quelles seront les suites politiques, économiques, nationales, planétaires, de toutes ces restrictions apportées par les confinements, parce que nous sommes tous liés. Nous ne savons pas si nous devons en attendre le pire, du meilleur, ou bien je dirais un mélange des deux peut-être. Et le problème, c'est que chaque incertitude nous conduit vers de nouvelles incertitudes. Chaque incertitude nous conduit vers de nouvelles incertitudes. Et les vagues de pandémie, le voyez, ils se succèdent en se régénérant à chaque fois, faisant défiler des phases d'espoir suivies de phases de désespoir. Regardez ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Et regardez ce qui se passe, par exemple, en Autriche, depuis 2 jours, avec le confinement des gens qui n'ont pas été vaccinés. Et je peux vous dire une chose, dans ce climat d'incertitude, c'est loin d'être fini. Alors, mesdames, messieurs, le confinement, en fait, c'est une rupture dans la vie des sociétés. Le temps est suspendu, pour ceux qui connaissent le poème, ô temps suspend ton vol. Le temps est suspendu, car tous les rituels qui régulent et qui donnent des repères dans la vie des individus et des sociétés sont tout simplement mis à l'arrêt. L'incertitude se transforme donc naturellement en inquiétude. Car les conséquences sociales, économiques et de santé publique de cet effondrement quasi total de la vie normale, écoles, entreprises, universités fermées et réouvertes et refermées, rassemblements interdits, autorisés, réinterdits. Chaque fois, on a peur des changements. Le gouvernement, il suit aussi. C'est pas marrant. Tout cela risque d'être durable. Tout cela risque désastreux et peut-être plus grave que le bilan direct du virus lui-même. Et tout cela, en réalité,
se reporte également sur la vie des entreprises. Effectivement. Dans la mesure où le monde est rythmé par les marchés financiers, je prends dans le marché financier le marché boursier, certainement il va se redresser. Attends, mais le problème, c'est que de nombreuses entreprises resteront sur le carreau. Et c'est le cas aujourd'hui. Comme ce fut le cas après la crise des subprimes. Les marchés financiers, l'histoire le montre, se redressent toujours plus rapidement que le reste de l'économie, dans la mesure où ils sont en général soutenus par la Banque centrale ou par les États, afin de continuer à financer les entreprises de l'économie réelle qui sont souvent en difficulté. Le schéma que je présente, vous avez les marchés financiers, ils prennent des ficelles, et en bas, ce sont les entreprises d'économie réelle. Et les unes font jouer les autres. Mais celles qui perdent le plus, évidemment, c'est les entreprises de l'économie réelle. Et dans ces entreprises, parmi ces entreprises de l'économie réelle, on trouve de très petites entreprises dont les capitaux propres sont devenus insignifiants parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent dans le cadre de ces crises. Donc, sont très endettés et par conséquent appelés à disparaître. Ce sont des morts-vivants. Moi, je leur donne un nom de ces très petites entreprises morts-vivants. Je les appelle des entreprises zombies. Le chômage, donc, l'appauvrissement, le désespoir qui en résulteront probablement seront des fléaux de santé publique de premier ordre. À cet effet, nous devons rendre hommage à la manière et la rapidité avec laquelle notre pays, sous les directives de Sa Majesté, a réagi pour affronter les deux tsunamis, comme je disais tout à l'heure, sanitaires et économiques, qui s'abattent sur le monde, mais aussi sur nous, de par le jeu de la mondialisation. On le voit à travers le sens de la discipline de la population, aux appels de confinement, au port de masque, et ensuite même du pass sanitaire. On le voit à travers la rapidité avec laquelle plusieurs hôpitaux ont été équipés, il faut reconnaître. Des usines textiles qui ont été converties pour fabriquer des masques, un fonds de solidarité qui a été créé et qui a collecté plus de 32 milliards de dirhams. On le voit à travers l'élan de solidarité qui est provenant de différentes couches de la société pour distribuer des paniers de vivres aux populations démunies. On le voit à travers le programme extraordinaire de vaccination générale, gratuite de la population. Bravo. On le voit aussi à travers le règlement par la CNSS des salaires minimums du personnel des entreprises, 2000 dirhams, des entreprises qui étaient en difficulté afin de protéger précisément leur pouvoir d'achat. Manifestement, je reconnais que cette crise nous a appris à vivre ensemble, mais sans être ensemble. Et à mon sens, cet instinct de solidarité a une importance considérable dans la construction de tout nouveau modèle de développement. Alors, mesdames, messieurs, face à ces incertitudes, alimentées par quoi? Par la peur de la mort. C'est vrai, on a peur de mourir. C'est pour cela qu'on rentre dans l'incertitude. Des incertitudes alimentées par la peur de la mort. Incertitude, on est incertain. Mais il y a deux choses qui sont certaines. La première, c'est que nous allons tous mourir. La seconde, c'est que la majorité d'entre nous mourra d'autre chose que du Covid-19. Alors, réfléchissez. Voyons comment nous pouvons accepter de vivre avec le Covid-19 comme nous vivons avec toutes les autres maladies qui nous entourent. Parlons maintenant d'économie, pour faire plaisir à Monsieur le Doyen. Et la question que je pose,
c'est comment cette crise s'inscrit dans l'évolution de l'histoire économique et quels changements pourrait-elle apporter aux politiques macroéconomiques en cours.